18 mai 1970, à Glashütten, en Allemagne. Il n'est pas loin de minuit. Soudain, des cris perçants s'élèvent de la cuisine de l'hôtel de la Couronne. Les derniers clients attardés au bar autour de Lorenz Pick, le patron, se précipitent. La cuisine est plongée dans l'obscurité, la fenêtre est grande ouverte. Lorenz Pick tourne le commutateur. C'est un spectacle d'horreur. Carola Spick, sa femme, est allongée sur le carrelage, baignant dans son sang. Elle a été frappée sauvagement sur tout le corps, au visage, à la poitrine, aux jambes, vraisemblablement à coups de couteau. Monsieur Spick se précipite sur sa femme. Tout le monde parle en même temps. L'un des clients court appeler un médecin et la police. Mais Carola Spick a un geste de la main. Elle veut dire quelque chose. Lorenz Spick se penche sur elle. Elle parle d'une voix faible, mais distinctement. Ils sont plusieurs, outre son mari, à entendre « C'est Otto Grosser qui m'a frappé. J'en suis sûr. » Quelques minutes plus tard, une ambulance emmène Madame Spick, 48 ans, aubergiste depuis 25 ans à Glashütten. Elle mourra avant son arrivée à l'hôpital. Quant à celui qu'elle a désigné dans ses dernières paroles, Otto Grosser, 24 ans, il est arrêté sans tarder chez lui, à quelques dizaines de mètres de l'hôtel où il travaillait comme plongeur. Glashütten, charmant village de la Forêt-Noire, non loin de Fribourg, 1600 habitants, 2 églises, 8 hôtels, 6 restaurants, a maintenant son assassin. Enfin, peut-être. Tout remonte à sa naissance. Otto Grosser est né en 1946 d'un soldat américain d'occupation et de Frida Grosser. Et qu'est-ce qu'il y pouvait, lui, si sa mère aimait les Américains? Pourtant, c'est bien à lui qu'on en a fait porter la responsabilité. Son père est parti en même temps que sa garnison, en 1948, sans reconnaître son fils. À Glashütten, les Américains n'étaient guère populaires, l'occupation n'a pas laissé de bons souvenirs. Tout le village a fait corps contre eux. Tous, sauf Frida Grosser, une traîtresse, une prostituée, qui s'est même fait faire un enfant. Ah, on allait lui faire un bon accueil à l'enfant. Et d'abord, on lui a tout de suite trouvé un surnom, l'Américain. Cela fait 24 ans qu'Otto Grosser, qui n'est jamais sorti d'Allemagne et ne connaît pas un mot d'anglais, est appelé par tout le monde l'Américain. C'est en classe que la persécution a commencé et elle n'a cessé de s'amplifier par la suite. Il est devenu l'éternelle victime, le souffre-douleur de toute la communauté, et il en a pris le physique. Un corps malingre, le regard éteint, le front bas. Le commissaire Mann partage entièrement les préjugés de ses concitoyens. Dès que le jeune homme est devant lui, il attaque l'interrogatoire en force, mais ce coup-ci, c'est trop grave. Pour la première fois, l'Américain se défend. « Pourquoi as-tu assassiné Carola Spick ?»« C'est pas moi. Elle l'a dit avant de mourir. Ce sont ses derniers mots. Je vous jure que ce n'est pas moi. Ne jure pas pour rien. Qu'est-ce que tu faisais cette nuit ?»« Je dormais. »« Comme c'est curieux. Je ne vois pas ce que ça a de curieux. Vous ne dormiez pas, vous ?» Le commissaire Mann, furieux de se voir tenir tête face à cet avorton dont il n'attendait aucune résistance, s'emporte. « Tu as tort de faire le mal à l'Américain, hein ? On va fouiller ta chambre. On va examiner tous tes vêtements au microscope. Et on trouvera bien une preuve. » La preuve, c'est Lorenz Pick qui l'apporte. Un bouton de veste d'homme qu'il a retrouvé sous un fourneau dans la cuisine de l'hôtel. Le commissaire Mann le remercie. Cette fois, Otto Grosser est bel et bien coincé. Le commissaire transmet cet indice au laboratoire et il attend le résultat de l'expertise en même temps que l'analyse des costumes du suspect. Le résultat arrive 2 jours plus tard. Il est totalement négatif. Pas la moindre tache de sang sur les vêtements du jeune homme et le bouton retrouvé ne s'adapte à aucun d'entre eux. Le commissaire est furieux. Monsieur Spick, le mari de la victime, est plus furieux encore lorsqu'il l'apprend. Comment ? Ce bouton n'appartenait pas à Grosser ? Ben, si j'avais su, je l'aurais pas apporté. Je l'aurais jeté à la poubelle. Il a l'air brusquement ennuyé. Une pensée vient de traverser son esprit. Dites, commissaire, vous n'allez pas rechercher quelqu'un d'autre ? C'est bien Grosser qui a fait le coup. Vous ne pouvez pas mettre en doute les dernières paroles de ma femme. Le commissaire Mann le rassure. Ne vous inquiétez pas, je suis certain que nous tenons le coupable. D'ailleurs, le juge est tout à fait d'accord pour le garder en prison. Seulement, avec ses airs imbéciles, c'est un rusé. Mais nous l'aurons bientôt. Malheureusement pour le commissaire et pour Otto Grosser, qui reste en détention préventive, l'enquête s'éternise. Elle dure exactement 2 ans. Malgré la certitude des gens de Glashütten et celle du commissaire lui-même, aucune preuve digne de ce nom n'est apportée à la charge du suspect.
L'absence de mobile, en particulier, est déroutante. Dès qu'on aborde ce sujet, Otto Grosser réagit avec vivacité. Moi, faire du mal à Madame Spick? Jamais, vous m'entendez? C'était une femme bonne, la seule personne qui m'ait donné du travail. Je vous interdis de dire cela. Mars 72, au bout de 2 ans, Otto Grosser va passer en jugement devant le tribunal de Fribourg pour meurtre de Carola Spick. Les habitants de Glashütten sont enfin satisfaits. Pas le commissaire Mann. Il sait que les charges sont très faibles. Il n'a pas réussi dans sa mission, du moins telle qu'il la concevait. Il lui faudra déployer beaucoup de persuasion auprès des juges et des jurés pour arriver à faire condamner l'Américain, car bien entendu, ce ne peut être que lui l'assassin. Quand Otto Grosser fait son entrée dans le box, les habitants de Glashütten ont une surprise. Il a beaucoup vieilli pendant ces 2 ans. Ce n'est plus le jeune homme insignifiant, aux allures de chien battu. Il a l'air plus réfléchi, plus sombre aussi. Après avoir répondu à l'interrogatoire à l'identité du président, il fait une déclaration étonnante. Comme la loi m'y autorise, j'ai décidé de ne plus prendre la parole au cours de ce procès. Je charge mes avocats de répondre à ma place. Et effectivement, Otto Grosser se tait pendant la suite des débats. Cette attitude a quelque chose d'impressionnant. D'accusé, il semble qu'il devienne subitement témoin, et même, pourquoi pas, juge. Il y en a beaucoup des témoins qui défilent au procès. 96, pas moins. Tous les habitants de Glashütten cités par l'accusation qui viennent dire la mauvaise opinion qu'ils ont de l'accusé. Mais que disent-ils de précis? Qu'expriment-ils, sinon leur propre prévention, leur propre méchanceté à l'égard d'un être dont ils n'ont pas admis la naissance? En fait, cette longue litanie de griefs villageois indispose, plus qu'elle ne convainc. Elle crée même un sentiment de malaise. Otto Grosser est muet à son banc. Seuls ses avocats répliquent, et quelquefois de manière cinglante. Lui, il se tait. Il écoute les témoins dire le mal qu'ils pensent de lui, et son silence est plus accablant que tous les discours. C'est ensuite au tour des médecins. Ils sont 2, et leur témoignage est capital, dans 2 domaines tout à fait différents. Voici le médecin des services de secours, qui était dans l'ambulance où la victime est décédée. La phrase de Mme Spick accusant Otto Grosser n'a pas été sa dernière phrase. Dans l'ambulance, elle a parlé de nouveau. C'était très confus. Mais j'en ai retenu des bribes. La cuisine n'était pas éclairée. Il est entré par la fenêtre. Il m'a donné des coups. Je ne l'ai pas vu. À aucun moment la victime n'a prononcé le nom d'Otto Grosser. Quand j'ai rapporté ces paroles au commissaire, je lui ai posé la question suivante. Pourquoi Grosser, qui était employé à l'hôtel et qui avait la clé, serait-il entré par la fenêtre? Le commissaire m'a répondu que cela ne concernait pas l'enquête. Dans la salle d'audience, il se produit ce qu'il est convenu d'appeler des mouvements divers. La déposition du second médecin est plus inattendue encore. C'est un psychiatre, et pas n'importe lequel. Le psychiatre de Carola Spick, la victime. Il est on ne peut plus clair. Oui, monsieur le président, Madame Spick était ma patiente. Elle souffrait d'un délire de persécution compliqué d'hallucination. Plusieurs fois, elle a prononcé dans mon cabinet des accusations évidemment fantaisistes contre certaines personnes. Dans le public, il y a un brouhaha persistant. Le président, visiblement troublé lui-même, en oublie pendant quelque temps de rétablir l'ordre. Il reprend enfin ses esprits et questionne le témoin. Dans ces accusations, Madame Spick a-t-elle nommé l'accusé? Non, monsieur le président. Mais d'après vous, les paroles par lesquelles elle le désignait après avoir été attaquée pourraient être des affabulations. C'est tout à fait possible. Quand le commissaire Mann arrive à son tour à la barre des témoins, il n'emmène pas large. Après ce qui vient de se passer, c'est lui qui fait figure d'accusé. Et les avocats d'Otto Grosser ne lui font pas de cadeau. Le mari de la victime vous a apporté un bouton de veste qu'il avait trouvé sur les lieux du crime. Qu'avez-vous fait alors? J'ai demandé au laboratoire s'il provenait d'un des vêtements de l'accusé. Et ensuite? La réponse des laboratoires était négative. Et ensuite? Le commissaire se trouble, prononce quelques paroles inintelligibles, et l'avocat poursuit impitoyable. Ensuite, commissaire Mann, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas suivi cet indice qui aurait pu vous mettre sur la trace d'un autre coupable qu'Otto Grosser. Parce que vous aussi, vous habitez Glashütten. Parce que vous pensiez, comme les autres, qu'il n'y avait qu'un coupable possible, lui.
celui que vous détestez tous. C'est au tour du procureur de prononcer son réquisitoire. Comme si rien ne s'était passé, il mène une attaque en règle contre Otto Grosser qu'il dépeint sous les traits les plus noirs, un asocial, un dangereux marginal. Pas de mobile, mais si! En assassinant Mme Spick, il s'est vengé des sentiments que lui portait tout Glass Hutton. Et le procureur trouve un dernier argument dans sa conclusion. Rendez-vous compte de ce que coûteraient à l'État les dommages et intérêts pour 2 ans de prison préventive si l'accusé était acquitté. Eh bien, ce bel argument n'a pas touché les contribuables qui étaient les jurés. Ils ont décidé l'acquittement d'Otto Grosser. L'Américain était libre et innocent, libre d'aller ailleurs que dans le village où il avait tant souffert. Tous ceux qui étaient présents dans la salle d'audience ont d'ailleurs eu le sentiment que les épreuves l'avaient mûri, qu'elles avaient brisé la malédiction remontant à sa naissance, que maintenant il était capable de faire face et peut-être de réussir. L'État allemand a accordé à Otto Grosser 100 000 marks de dommages et intérêts pour ces 2 années de prison injustifiée, c'est-à-dire environ 50 millions d'anciens francs. Malgré l'avis du procureur, je crois que ce n'était pas excessif.